Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Incursion dans le monde de l'éducation, ça n'arrive pas tous les jours par ici. Nous y sommes au travers de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Dans 2 semaines environ, le 18 septembre pour être plus précis, l'école béninoise ouvrira à nouveau ses portes. Le Bénin, dit-on, pourra ainsi s'allier sur le même calendrier que les pays de la sous-région. Au niveau des 3 ordres de l'enseignement, les autorités de tutelle auraient fait le ménage nécessaire pour que la réouverture des classes à la date syndiquée soit immanquable. L'installation, ça et là, des stands de vente de fournitures scolaires rassure davantage les sceptiques de la fin des vacances et de l'imminence de la rentrée scolaire. Si du côté des parents d'élèves, la tendance est à faire contre mauvaise fortune bon cœur, les acteurs de l'éducation, eux, semblent ne pas se résigner, en tout cas pas tous. Avant toute relance des coûts, des préalables doivent être réglés, exige-t-on. À quelques jours du jour J, les différents brandis ces derniers jours ont-ils finalement été aplanis? Où en sont les négociations gouvernement, acteurs de l'éducation et sous quel auspice elle pourrait démarrer la rentrée scolaire si jusqu'au bout elle était maintenue, la dite date? Les analyses des 2 acteurs de l'éducation dans un instant, mesdames, messieurs. Et ce sera autour du thème « Nouvelle rentrée des classes au Bénin, quelle garantie pour une année scolaire apaisée ?» Alors, tout de suite, nous allons mener le débat. Et déjà, sur ce plateau, avec nous, Alessandre Adjinan, enseignant de l'éducation et du secondaire. Plus précisément, il est membre de Fondation des syndicats de l'éducation. Alessandre Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est nous. Pour vous accompagner durant ce débat, un collègue à vous, peut-on dire, à un autre niveau de l'éducation, il a le nom Dr Atiwi Paul, professeur de littérature et de civilisation américaine à la Flash, à l'université d'Abomey-Calavi. Il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Bénin. Atiwi Paul, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci. Alors, prêt pour le débat qui vous concerne, celui de l'éducation. Tout à fait. Éducation, nouvelle formule. Oui, tout à fait, je suis prêt. Ok, merci donc de répondre à notre invitation. Le 18 septembre, sauf extraordinaire, démarre la nouvelle année scolaire, celle 2017-2018. Et chacun de son côté, avec ses moyens, affûte ses âmes. Alors, je me retourne vers d'abord l'enseignant du supérieur. Dans quel esprit prépare-t-on cette rentrée scolaire? Donc la rentrée se prépare bien, donc dans de très bonnes conditions. Donc nous attendons. La balle est dans le camp du gouvernement, en tout cas, puisque les enseignants sont prêts. Donc vous avez parlé donc des stands de vente qui sont actuellement à 2 semaines de la rentrée déserts. Donc ça appelle ça à une réflexion. Que se passe-t-il? Sinon, d'habitude, à 2 semaines de la rentrée, on note déjà une grande affluence. Maintenant, pourquoi cette fois-ci, il n'y a pas une grande affluence? Donc c'est un grand point d'interrogation. Et la raison est simple. Nous avons l'habitude d'effectuer la rentrée en octobre. Et les parents disposent des salaires du mois d'octobre pour approvisionner leurs enfants. Mais les raisons à amener à ce que ce soit le 18, c'est là que le débat va se centrer. Pourquoi le 18 septembre? Est-ce que c'est une bonne date? On me dira que les réflexions ne sont pas là, mais il y a là vice de procédure. Vice de procédure. On va apprécier, là vous entrez déjà dans le vif du sujet. On va recueillir avec votre permission l'avis de votre vis-à-vis, Alessandre Adjinan. Comment vous, à votre niveau, les préparatifs vont-ils? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que, avant de parler des préparatifs, il faut jeter un regard sur comment l'année écoulée s'est déroulée. Et à ce niveau, nous devons de féliciter les collègues enseignants qui se sont donnés corps et âme pour que les résultats aux divers examens soient améliorés. Donc, c'est vrai, tous les acteurs ont joué leur partition, mais les acteurs clés sont les enseignants et nous devons de les remercier. Donc, s'agissant de la rentrée
à venir, qui est prévu pour le lundi 18 septembre, je crois que vous avez su bien le dire, les parents contre mauvaise fortune font bon cœur parce que ils ne sont pas véritablement prêts pour envoyer leurs enfants à l'école. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays traverse une morosité économique à nul autre pareil. Et en dehors de ça, il y a les autres problèmes auxquels sont confrontés les acteurs à divers niveaux, notamment les enseignants. Et de la même manière, les apprenants que nous avons abandonnés il n'y a pas longtemps ne se sont pas suffisamment reposés puisque les vacances ont commencé véritablement le 14 juillet 2017. Mais là n'est pas le problème. S'il doit y avoir entrée le lundi 18 septembre 2017, nous allons dans le débat préciser les conditions qui doivent être remplies pour une rentrée effective et une année scolaire 2017-2018 apaisée. Thierry Paul, au niveau de l'autorité, plus de doute. On est en train de mettre les petits plats dans les grands afin que l'année scolaire, telle annoncée, soit effective. Ça démarre le 18 septembre pour le bonheur du système éducatif dans son entièreté. Oui, tout à fait, je vois. Bon, les autorités sont en train donc de faire, en ce qui les concerne, leur devoir. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les vacances ont commencé le 14 juillet et la rentrée est prévue pour le 18 septembre. À décompter, je pense que ça fait 62 jours. Alors que les tests prévoient que les vacances doivent être 75 jours ou au plus 90 jours. Donc ça, il y a là, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de vices de procédure. Et quand on réunit, on dit qu'il y a un comité de cadres qui se sont réunis pour fixer la date. Et ces cadres-là n'ont pas quand même la réflexion de voir, d'appliquer au moins les tests. C'est le minimum qu'on puisse exiger quand on vous convie pour les tests. Et là, les raisons, c'est-à-dire les raisons sont claires. La gestion du pays depuis le régime de Yahi et qui continue avec le président Talon, où les cadres A1-12 sont mis de côté et sont au pour supérieur hiérarchique, les A1-1, les B1-1, on ne peut qu'aboutir à ces résultats. On a fini avec cette façon de faire depuis, non? Malheureusement, ça se continue maintenant avec acuité, où je peux vous donner des arrêtés, où dans un service, il y a les A1-12, on est, pour prendre un chef de service, on a allé nommer un A1-1, sur la maîtrise des tests. Et voilà maintenant, voilà les résultats, et voilà les conséquences. Si la rentrée était en octobre, ce n'est pas parce que les autres n'avaient pas à cœur le souci de l'éducation. Mais si une fois on veut bien faire, il faut au moins respecter les tests pour que maintenant les enfants n'ont même pas encore terminé les cours de vacances et subitement, donc dans 2 semaines, ils vont reprendre les cours. Donc il n'y a pas de repos. Oui, alors que le législateur a bien réfléchi pour fixer les choses. Donc ce n'est pas parce que en France, on commence la rentrée en septembre, mais eux autres, ils respectent les délais. C'est-à-dire les délais qu'il faut pour le repos des enfants. Et quand on veut copier une fois, il faut quand même chercher à bien faire et orienter les choses normalement pour qu'il n'y ait pas de récinement. Parce que l'éducation, mais les gens agissent comme si on dit, après le paix, l'éducation est le second besoin de l'homme. Et nous avons la loi d'orientation qui dit que l'éducation doit être la priorité des priorités. Pourquoi les gens ne mettent pas en application cela? Et c'est la 2e rentrée, effectivement, du président Talon. Oui. Donc, 2e rentrée sur 5. Donc, ça veut dire qu'il reste 3 rentrées. Et une rentrée académique, c'est un événement. Et ça doit bien se préparer. Les enfants doivent être à l'aise. Mais si les enfants doivent commencer le 18 septembre et le parent doit dire à son enfant, attends le 20 pour mon salaire, vous voyez, c'est-à-dire psychologiquement, comment l'enfant sera affecté. Alors que si tout au moins on avait respecté les tests, on n'en serait pas à ce niveau. On a entendu un peu ces propos par d'autres collègues parler de rentrée stressée. Or, l'enfant a besoin d'être détendu. Quand ça ne va pas au niveau du parent, ça agit effectivement sur l'enfant. Mais est-ce que
pour le long parcours qu'aura à faire l'enfant, ça pèsera aussi pour beaucoup. Puisque, dit-on aussi, ça vient de vous, qu'on ne saurait faire les omelettes sans casser les œufs. Merci. Je souscris entièrement à l'analyse de mon aîné, Atiu Paul, par rapport à la durée minimale des vacances. Mais je voudrais dire que là n'est pas le problème. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement est effectivement prêt pour une rentrée effective et une année scolaire apaisée? C'est là toute la question. Est-ce que votre question tient encore? Je la pose simplement parce que le 30, vous avez suivi en Conseil des ministres, il y a un certain nombre, une série de décisions qui ont été prises pour le bonheur du système éducatif. Et en tout, il y a une cagnotte évaluée à 12 milliards pour ce qui nous a été présenté. Et ça, c'est pour le système éducatif. Quand on suit cette volonté-là, est-ce qu'il faut encore se poser la question que vous venez de poser? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous donnez de nous présenter, de nous prononcer, je m'excuse, par rapport à ce que je peux appeler l'intoxication du gouvernement. Bon, une décision prise en Conseil des ministres? Voilà. Dans le relevé du Conseil des ministres, nous avons lu certaines choses. Il a été dit que tous les problèmes des enseignants ont été réglés. Et on a parlé des instructions qui ont été données pour que les primes de rentrée soient payées. Oui. Je voudrais dire que les primes de rentrée, là, ça a été toujours payé et ça constitue une dette parce que à chaque rentrée, on paye les primes de l'année écoulée. Et je ne voudrais pas évoquer le montant de cette prime ici, compte tenu de son caractère modique et ridicule. Ce que les gens perçoivent comme prime dans les autres ministères n'est pas à comparer à ce que les enseignants perçoivent par an. Et le paiement des primes de rentrée n'est pas un événement. L'autre chose, il a été dit que des milliards ont été débloqués pour la cantine scolaire. C'est une bonne chose. La cantine scolaire, ça, c'est au profit des écoliers de la maternelle et du primaire. Mais lorsqu'on dit également, en citant les dispositions prises, qu'on a payé les arriérés de subventions aux confédérations centrales syndicales, mais cela a quoi à voir avec les dispositions prises pour une rentrée? Les confédérations, le gouvernement, conformément aux textes qui existent, a le devoir de subventionner les confédérations. Et les subventions sont allouées aux confédérations en fonction de leur rang à l'issue des élections professionnelles organisées depuis 2006. Donc, il est temps que le gouvernement organise d'autres élections professionnelles ou sociales. Donc, voilà, c'est un devoir pour le gouvernement. Mais je ne sais quelle liaison on est en train de faire entre les subventions envoyées aux confédérations centrales syndicales et les dispositions prises pour la rentrée. Donc, le gouvernement a investi radio, télévision, presse écrite, réseaux sociaux pour intoxiquer, pour mentir au peuple et livrer les enseignants à la vindicte populaire. Nous sommes là pour établir la vérité. Je ne sais pas si le gouvernement a réglé les problèmes. Je ne sais pas si une fois les primes ont fait l'objet de négociations ou bien de grèves, encore que ce sont les primes de l'année écoulée. Donc il y a les problèmes réels que nous avons évoqués. Les problèmes réels, je vais vous donner la parole pour tout à l'heure. Oui, Paul, vous pensez aussi qu'il n'y a pas de lien entre ces chiffres qu'on nous a avancés et les réels problèmes qui se posent au secteur de l'éducation et ceux qui sont prépondérants pour la réussite de la rentrée scolaire qui s'annonce? Tout à fait. Je pense que ces chiffres avancés, ça et là, donc comme l'a dit mon collègue, c'est pur et simplement donc de l'intoxication. Et ça n'a rien à voir
sincèrement avec la rentrée. Quand on parle de donc, prime... une rentrée apaisée, c'est quoi quand on parle de prime, bon, je félicite mon collègue qui a mis des gants pour dire prime. Quand on parle donc, on parle donc de prime de rentrée, prime de gratification, prime de travaux de nuit. Ça là, c'est en un an. Et c'est au plus, c'est-à-dire, disons les chiffres, c'est 109 600 par an comme prime. C'est-à-dire par an, c'est pas mensuel, hein, par an. Et bon, on doit d'abord, si nous aimons effectivement notre pays, on doit se réjouir pour dire, bon, et les enseignants toucheront les primes. Donc c'est déjà prêt. Alors que cette année, ça sera fait par virement bancaire, ou bien ça serait alors donc frappé, donc la banque soutiendra quelque chose. Donc là maintenant, là, il faut voir les pays où ça avance, les pays développés, ce sont les pays où l'éducation est la priorité des priorités est prise au sérieux. Quand vous allez en Côte d'Ivoire tout près, les enseignants sont les mieux payés. Et vous voyez le système, on ne peut pas comparer donc le système éducatif ivoirien au système éducatif béninois. Prenons le Sénégal. Pourquoi nous n'allons pas quand même voir ce que les autres font pour que cela avance? Et tel que ça se passe à la rentrée, mais les parents, tout est déjà braqué. Ah, on vous a donné des millions, vous les essayez là. Qu'est-ce que vous voulez encore? On vous a donné donc des millions. On vous a donné une annonce faite. Une annonce faite. Je pense que ce n'est pas de... Ici, nous ne devons pas tricher. Si nous voulons effectivement le développement de l'éducation, nous ne devons pas tricher avec l'éducation et surtout avec les acteurs. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, j'ai lu une intervention donc de la chancelière allemande qui dit quand les médecins, les autres corps sont allés le voir pour dire mais quand même, pourquoi les enseignants gagnent plus que nous? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais pourquoi voulez-vous gagner plus que le même montant que ceux qui vous forment? Donc l'éducation et l'enseignement, mais c'est nous qui formons tous les cadres à un bon niveau. Et ce n'est que justice faite en mettant, il y a le problème donc pour avancer un peu. Donc le problème donc des statuts particuliers, c'est un décret pris déjà par le régime de feu. Il ne reste que des arrêtés d'application. Et il a dit tout à l'heure qu'il faut jeter un coup d'œil. Mentionnons que l'année écoulée a été perturbée et la promesse était que donc la signature des statuts particuliers. Promesse faite par qui? Promesse faite par le gouvernement. Et actuellement où en sommes-nous? C'est où? Peut-être que c'est dit pour prendre un arrêté. Bon, on a encore 2 semaines. Nous avons bonne foi que quand même dans 2 semaines, qu'ils le fassent. Et c'est le fond. Donc c'est une priorité. C'est une priorité. Et encore, en parlant tout à l'heure de la deuxième rentrée donc, du président Talon, on nous a parlé au début donc, de la zone France du savoir et de l'innovation. Oui. On nous a parlé donc de CNE, nouvelle génération. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ce sont des préoccupations qui vous tiennent à cœur. Qui nous tiennent à cœur. Oui, la question brûlante pour vous est tout autre que ce qui a été présenté par la presse, ce qui a été servi d'avoir la presse est présenté par elle quand je vous suis. Alors, quels sont pour vous ce qui est prioritaire à apprécier avant la reprise de la rentrée scolaire? Merci beaucoup. Et l'autre chose qui a été annoncée, c'est la mise en place des subventions au profit des écoles maternelles et primaires et puis des lycées et collèges de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Mais nous disons que ces dispositions-là ne sont pas des conditions suffisantes pour une rentrée effective et surtout pour une année scolaire apaisée. Maintenant, quels sont les problèmes majeurs qui préoccupent les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire? Il y a les statuts particuliers, la question des statuts particuliers. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, nous avons le décret 593. Au niveau de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, nous avons le décret
et 592, le décret 2015-592 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré. Ce décret a été signé depuis le 21 novembre 2015. Et chaque fois que j'ai l'occasion de me prononcer sur notre système éducatif et le bien-être des acteurs que sont les enseignants, je rappelle toujours les propos que le candidat Patrice Talon, élu président de la République, a eu à tenir en face des enseignants, les membres, surtout les membres du Front. J'étais à cette rencontre, il a promis rendre le métier d'enseignant plus attractif dès son accession au pouvoir. Mais nous constatons qu'il s'éloigne complètement de cette vision-là. Pourquoi? Parce que il y a de cela 1 an que lors d'une session du Conseil sectoriel pour le dialogue social, les acteurs présents ont eu à travailler sur 8 projets d'arrêté liés au décret portant statut particulier des enseignants du secondaire. Mais nous avons compris par la suite que ce sont des projets qu'on a ventilés, des projets d'arrêté qu'on a ventilés pour nous distraire, puisque depuis près d'1 an, aucun des arrêtés n'a été signé. Donc, ce qui préoccupe les enseignants de la maternelle et du primaire, aussi bien que ceux du secondaire technique et de la formation professionnelle, c'est la prise des arrêtés d'application des différents décrets. L'autre chose, mais il y a les problèmes de carrière auxquels sont confrontés les agents permanents de l'État. Les gens sont en A1-10, mais ils perçoivent réellement le salaire de A1-7 ou bien de A1-8. Donc, il faut les sessions de reclassement pour que ces agents permanents-là connaissent des avancements et soient payés au grade réel qu'ils sont en train de porter. Lorsque nous prenons les agents contractuels de l'État, c'est là qu'il y a des problèmes multiples et multiformes. Nous avons des problèmes de reconnaissance de diplômes. Problème de reconnaissance de diplôme, on y revient. Mais très rapidement, on va écouter celui de l'enseignement supérieur. Le problème se pose-t-il aussi sous ces temps à ce niveau, au niveau de l'enseignement supérieur? Nous sommes dans le même État. Et c'est le même État, qui gère. Surtout que, bon, et la préoccupation actuelle est que, vraiment, si on peut revenir au système de l'éducation, ça fera vraiment une très très bonne chose. Puisque le système de l'éducation. Quand on dit système d'éducation, mais la trajectoire de l'enfant doit se tracer donc du primaire au supérieur. Maintenant, nous avons un système éducatif à trois dimensions. L'enseignement maternel primaire, celui qui est au secondaire ne sait pas ce qui se passe au primaire, au supérieur. Celui qui est au supérieur ne sait pas ce qui se passe au secondaire et les enfants quittent APC pour venir dans un système LMD, donc deux systèmes différents. Alors là, les enfants sont déroutés et on constate parfois même des enfants qui ont réussi brillamment au bac avec mention très bien, vont à la FSS là et échouent, n'arrivent pas à affronter les difficultés. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement-là, nous prions que ça se corrige. Puisque nous avons suivi, nous étions tous à la rencontre du président Talon, bien qu'avant son élection, il a parlé quand même donc du CNE et donc du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, donc la zone France de savoir et de l'innovation. Nous, on a cru. Et on est encore, c'est-à-dire nous attendons que ces propositions-là soient mises en application pour le bonheur de notre pays, pour le bonheur des acteurs de notre système éducatif. Oui, Dina, par rapport à ces réformes que vous évoquez, on se rappelle qu'il y a quand même eu un conseil consultatif national et les langues se sont déliées. Il y a eu des recommandations. Où en êtes-vous quand on vous écoute aujourd'hui, il y a quelques jours de la rentrée, dit que presque rien n'a bougé dans ce sens? Bon, vous parlez
recommandations, vous parlez du Conseil consultatif national. Bon, le Conseil consultatif national statue sur l'ouverture des établissements publics ou privés, mais depuis 2 ans, il a été dit qu'il n'y aura plus d'ouverture d'établissements publics. Donc, les créations, il n'y aura plus de nouvelles créations. Donc, ils ont statué sur les extensions aussi bien au niveau du public que du privé. Mais là n'est pas le problème. Lorsqu'on parle de réforme, ce qui se passe même avec ce gouvernement, c'est qu'il s'enferme et il prépare des choses qu'ils viennent imposer aux acteurs. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est lié à un arrêté qui dit que l'apprenant qui va passer en classe de seconde doit réunir à la fois le brevet et la moyenne de classe et doit obtenir le BEPC. Mais cet arrêté viole les dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation nationale qui dit que pour passer en classe supérieure, la condition c'est de réunir la moyenne de 10. Donc voilà, et on nous dit que ce sont des recommandations issues du forum de 2015. Lorsqu'on veut faire des réformes, on ne peut pas ne pas associer les acteurs que sont les enseignants, les délégués syndicaux. Et on nous dit que voilà, ce sont des recommandations d'un forum. Un arrêté ne peut pas venir abroger une loi. Et nous autres, qui sommes aussi des parents d'élèves et qui défendons aussi bien les apprenants que les enseignants, nous n'allons pas permettre qu'on mette dans la rue cette multitude d'apprenants-là qui ne vont pas remplir ces conditions. Nous allons mener ce combat. L'autre chose, c'est que quand on parle de problème, ce que le gouvernement annonce, j'ai dit et je le répète, ce ne sont pas des conditions suffisantes pour une année scolaire apaisée. J'avais abordé tantôt le problème de la reconnaissance des diplômes au niveau des agents contractuels de la promotion 2008. C'est une catégorie d'agents dont l'effet du contrat, la date d'effet du contrat est le 1er janvier 2008. Donc, lorsqu'on s'en tient au décret 2008-377 du 24 juin 2008, abrogé par le décret 2015-353, toujours du 24 juin 2015, il est dit que la date d'effet du contrat de ces agents-là, c'est le 1er janvier 2008. Mais si tel est le cas, on ne peut pas refuser de prendre en compte les diplômes que cette catégorie d'agents ont obtenus avant la date d'effet du contrat. Donc les diplômes obtenus jusqu'au 31 décembre 2007 doivent être reconnus. Dans le rang de ces agents, il y a également certains qui sont allés faire leur diplôme professionnel à titre payant. Mais pour quelle raison? En 2006, sous le régime du président Yahi Boni, il y a eu 11% au BEPC. Le tort a été jeté sur ces enseignants-là qui étaient à l'époque des vacataires. Donc, beaucoup se sont fâchés, ils ont dit, s'il y a un diplôme professionnel à obtenir pour porter le titre d'enseignant qualifié, nous irons faire ces diplômes-là à nos propres frais. Et les intéressés sont allés faire ces diplômes-là, avant que l'État ne décide de signer un contrat avec ces ex-contractuels locaux devenus des agents contractuels de l'État. Mais on refuse de reconnaître ces diplômes alors que l'État en profite, les apprenants en profitent. Actuellement, sur ces problèmes, où est-ce que vous en êtes réellement avec l'autorité? Voilà. Et je suis membre du Front, mais au cours de l'année qui vient de s'achever, nous nous sommes organisés au niveau de l'enseignement secondaire et nous avons mis en place l'intersyndicale des enseignants du secondaire, dont je suis l'un des porte-parole. Donc, on a été en grève pour ces problèmes-là. Et les problèmes qui ont été réglés sont les problèmes de blocage de notre
carrière au niveau du ministère des Finances, où on a dit, il y a un audit en vue, on a bloqué les avantages et tout ça là. Nous avons pu débloquer ces choses-là. Nous avons exigé que le processus de reclassement démarre, et ça a démarré en son temps. Mais les problèmes majeurs sont restés sans solution. Il s'agit de ces problèmes de reconnaissance de diplômes obtenus avant la date d'effet du contrat, et puis les diplômes obtenus après la date d'effet du contrat. Surtout ceux qui sont allés faire leur diplôme professionnel à titre payant. Mais lors des négociations, nous étions au cabinet du ministère de la fonction publique, avec le directeur du cabinet de ce ministère-là, et puis le directeur du cabinet du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Et il a été dit que le point doit être fait en ce qui concerne les détenteurs de diplômes obtenus avant le 1er janvier 2008. Donc ceux-là, à leur niveau, le point doit être fait et le problème va être réglé. En ce qui concerne surtout les diplômes professionnels, parce que les tests l'ont prévu, lorsque vous prenez la loi portant statut des agents permanents de l'État, qui est devenu maintenant statut général de la fonction publique, il y a des dispositions qui prévoient l'organisation d'un test interne au profit des agents qui sont déjà recrutés et qui ont obtenu des diplômes supérieurs, des diplômes professionnels en cours d'emploi. Mais pour que ce test interne devienne une réalité, il va falloir que le gouvernement adopte en Conseil des ministres une communication. Et dès que cette communication va être adoptée, des instructions vont être données aux différents ministres, c'est-à-dire les ministres des enseignements secondaires, de la fonction publique et des finances. Jusque-là, rien n'est fait dans ce sens. Donc, quand il y a des sittings où nous rencontrons les autorités, ils disent nous allons faire, ils disent nous allons faire, et ils mentent. Elles, plutôt ces autorités, elles mentent aux représentants des enseignants que nous sommes. Donc, ces problèmes-là ne sont pas réglés. Il y a également la fin des formations. La fin des formations, oui, ça va être l'autre volet. Oui, Paul, quand je suis à Djina, on a l'impression que vraiment le terrain n'est pas balisé, contrairement aux informations qui nous parlent. Oui, tout à fait. Est-ce vous qui faites économie de vérité ou l'autorité? Parce que finalement, le terrain n'est pas balisé, comme il l'a dit, mais quand même, il faut quand même reconnaître à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au niveau donc du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le cabinet a quand même une oreille attentive aux préoccupations donc de chaque acteur. Et aussi donc le courage de la ministre avec le déroulement donc de l'essence, là, c'est des réformes vraiment louables. Donc des réformes qui sont abordées avec plus de sérénité. Et qu'est-ce que l'acteur veut? Quand vous allez au cabinet déposer un courrier et que maintenant dans 2 ou 3 jours on vous appelle, bon, face à votre courrier là, vous voulez tant, l'acteur est satisfait. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que je note pour le moment et, au niveau donc, du cabinet de l'enseignement supérieur. Ce qui n'est pas le cas donc des autres ministères où vous déposez des courriers, on ne vous appelle pas, vous déposez donc des demandes d'audience, ça fait des mois, on ne vous appelle pas. Donc vous voyez, on parle donc des avancements, on parle des actes d'avancement, de promotion. Et là, quelqu'un qui est à 1,7, qui doit être normalement à 1,10 et qui touche le salaire à 1,7, alors ça, il faut combien de temps? Il faut combien de temps? Alors que vous voyez, là, un objet que vous achetez aujourd'hui à 1000 francs, donc dans 2 ans, ce n'est plus à 1000 francs que vous allez toucher l'objet là. Donc ce qu'on doit maintenant, ou doit aujourd'hui, on ne vous donne pas. Et on attend 5 ans pour vous le donner. Donc vous voyez déjà donc, la dévaluation. Et maintenant, quand je parle ici de sérénité, quand vous voulez prendre des tests, un arrêté n'abuse pas une loi. Et c'est ce que nous constatons pour les décisions. Mais là, quand vous prenez, on ne peut pas prendre un arrêté et se référer à une décision de forum. Le forum n'est pas une loi.
Le forum n'est pas une loi, c'est-à-dire à une suggestion. Donc on prend un arrêté, on se réfère à ça, alors que la loi dit, pour passer en classe supérieure, donc il faut réunir la moyenne. Mais vous prenez un arrêté pour abroger une loi. Moi, je pense que la liberté, c'est quoi? C'est le respect des textes qu'on s'est prescrits. Et je pense qu'à un niveau donné, si vous êtes cadre et vous prenez des dispositions, c'est le minimum qu'on puisse respecter. Et celui qui n'a jamais été à l'école, c'est que quand même une loi, c'est une loi. Si vous voulez maintenant toucher à la loi, donc abroger la loi, mais ne prenez pas un arrêté pour alors mettre fin à une loi. Et quand vous évoluez de cette manière-là, mais vous ne rendez pas service au gouvernement auquel vous appartenez. Tout ça, c'est les cadres qui travaillent au sein de ces différents systèmes. Est-ce que le retour a été fait à l'autorité, à quelques jours de la rentrée, pour qu'on puisse au moins corriger ces couacs? Je pense que l'autorité, quand on prend le président de la République, il délègue ses pouvoirs. Et quand on prend le ministre délègue ses pouvoirs à ses cadres. Ce sont ces cadres qui doivent pouvoir attirer l'attention de l'autorité. Si nous prenons l'arrêté là, il y a la loi qui dit tant, Mais c'est ça que j'ai dit tantôt, où maintenant, le cadre dévoué est là, il y a la qualification, il est A1-10, A1-12, bien qualifié, mais puisque peut-être il n'est pas le cousin du ministre ou bien n'est pas le beau-frère ou bien la belle-sœur du ministre, on ne le prend pas, on va prendre peut-être quelqu'un qui est à 1-1 pour venir faire la place. L'autre se dit, mais là maintenant, je laisse faire. Mais il va faire quoi? Vous allez faire quoi? Mettez-vous, monsieur le journaliste, dans ces conditions où maintenant l'expérience que vous avez capitalisée, vous êtes en train de capitaliser sur CKTV, on amène sur quelqu'un du néant, donc du marché pour dire, donc de venir vous donner des ordres, de venir vous dire ce que vous allez faire dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça se passe. Vous allez commencer par faire. Et c'est ce qu'on se dit, et maintenant, donc, le minimum des choses qu'on doit faire, on laisse ça de côté. Et on traîne notre pays dans la boue. Les préoccupations que vous évoquez, on peut les évacuer. Ce n'est pas pour être lapidaire, mais on peut les régler lorsque la volonté y est, en une fraction de seconde. En une journée, beaucoup de choses peuvent être faites. Tout à fait. Donc, on a encore quelques jours pour la rentrée, mais est-ce qu'il y a déjà des démarches pour permettre à ce que les acteurs puissent se revoir une fois et donner vraiment des garanties de ce que la rentrée va pouvoir démarrer sous de auspices? D'accord, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons, mais c'est déjà, il y a donc les lanceurs médiatiques, on dit qu'on a débloqué 12 milliards. D'accord, donc on a accordé la subvention de 300 millions, on a payé une subvention de 200 millions d'arriérés, donc au central, et déjà, on voit déjà que, déjà il y a quelque chose qui... C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Ça cache une volonté d'aller au dialogue. Donc je pense que les acteurs, les syndicalistes sont prêts pour un dialogue, pour une amélioration. Et vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur que vous déclenchez une grève. Et les grèves sont très très difficiles, surtout pour les auteurs, pour les porte-paroles. Donc c'est des périodes donc vraiment difficiles où vous êtes tiraillés entre les collègues qui vous appellent, mais nous sommes à quel point? Nous sommes... Faites ceci, à moins de bruit, on vous attribue même de n'importe quoi, ainsi de suite. Donc ce n'est pas facile. Maintenant, il faudrait que ça dit que les autorités rendent plus facile la chose. Et je donne un exemple. Et en 2008, j'étais aux États-Unis. Et à l'université de Massachusetts, j'ai croisé un Béninois et on discutait du système éducatif. Il dit, mais généralement, ici, le mois passé, qu'est-ce que j'ai constaté? Je suis allé pour percevoir et j'ai constaté sur ma fiche de paye donc une augmentation substantielle. Mais il s'est dit vraiment, ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui se trompent comme ça. Comment peut-il avoir cette augmentation-là? Il a dit qu'il a couru à la maison pour chercher ses anciennes fiches de paye. Il est allé au guichet pour dire, voilà ce que j'ai l'habitude de prendre. Mais pour ce mois-là, voilà ce que vous me proposez pour d'où vient cette augmentation-là. On dit non, c'est parce que le prix du pétrole a augmenté. Donc vous voyez comment
les gens gèrent le système là-bas. Mais on sait qu'automatiquement, quand le prix du pétrole augmente, les travailleurs n'ont pas besoin de descendre dans les rues pour qu'on augmente leur salaire. Mais si les choses se font de cette manière ici, est-ce qu'on aura besoin même de syndicats? Est-ce qu'on aura besoin de syndicats? Il parle là de la notion de l'anticipation de la crise. Et c'est ce qui est souhaité. Et le message reçu de l'autorité, quand je prends le Conseil des ministres, les grandes décisions prises pour le citoyen lambda, donc celui qui n'est pas de votre secteur, ça se lit comme de l'anticipation. Mais quand on vous suit actuellement, on a comme l'impression que c'est autre chose que ce qu'on croit. Alors, la rentrée, pour les quelques jours que vous avez encore, est-ce que quelque chose est faisable pour aplanir les divergences? Car apparemment, rien de fondamental n'a encore été aplani. Merci. Je crois que tous les responsables syndicaux à divers niveaux sont ouverts au dialogue. Et c'est le gouvernement qui ne veut pas ouvrir les négociations pour qu'il y ait un dialogue franc et sincère. Vous êtes affirmatif? Oui, nous devons rappeler que les confédérations centrales syndicales, les 7 d'ailleurs, ont courant mi-mai claqué la porte lors des négociations parce qu'ils avaient constaté que le gouvernement piétinait, ne voulait pas avancer. Mais depuis ce temps-là, ils n'ont pas rappelé ces secrétaires généraux de centrales et confédérations pour les négociations. Nous autres, au niveau sectoriel, chaque fois que nous allons au cabinet pour des négociations, bon, il y a des promesses, mais tout ce que nous réclamons n'est pas lié ou bien n'a pas immédiatement d'incidence financière. Lorsque nous parlons de fin de formation pour les agents contractuels de l'État recrutés en 2008, mais ça n'a pas d'incidence financière. La signature des documents administratifs comme les arrêtés de mise en formation, les décisions d'admission définitive, mais ça n'a pas d'incidence financière immédiate. Mais des gens qui gagnent le même salaire depuis 2008, bientôt 10 ans, mais tout est lié. Lorsque nous parlons de fin de formation et nous parlons de reconnaissance des diplômes, mais tout est lié. Si les diplômes ne sont pas reconnus, les camarades sont dans une situation bâtarde et ils sont au même salaire depuis 2008. Mais si ces problèmes-là ne sont pas réglés, quel type d'enseignants aurons-nous dans les salles de classe? Des enseignants démotivés, des enseignants découragés, des enseignants révoltés. Et en dehors de tout ça, nous avons les problèmes de formation. Quand nous parlons de problèmes de formation, on refuse. Le gouvernement a promis, vous accompagner pour la formation. Mais on nous a promis la fin des différentes formations pour le 31 décembre 2017. Mais il y a également le retour en formation des détenteurs du brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique pour faire le certificat, pour être formé pour le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique, même si on nous a dit que nous devons attendre pour que toutes les autres formations prennent fin au plus tard le 31 décembre 2017, mais nous n'avons vu aucune disposition en train d'être prise pour nous rassurer par rapport à ce retour en formation-là des détenteurs du BAPES et du BAPET. On nous a dit, bon, vous allez retourner en formation et on met tout en 2018, alors qu'aucune disposition est en train d'être prise. Presque bouleversés en vous suivant, car on a comme l'impression que c'est tout le contraire des informations que nous relayons depuis quelques jours. On y reviendra sans nul doute, car il nous reste quelques jours encore avant la rentrée. Peut-être le gouvernement, sait-on jamais, vous invitera autour d'une même table. Alors, quant à la question, à la date d'aujourd'hui, que répondez-vous? Nouvelle rentrée scolaire, quelle garantie pour une année apaisée? Merci. Ça va être votre mot de fin. Je crois que nous devons dire à ce gouvernement-là que la rentrée du 18 septembre
va être une rentrée théorique, une rentrée pour la forme. Ils ont eu à dire que les partenaires sociaux, c'est-à-dire la partie syndicale et la partie gouvernementale, se sont mis ensemble pour fixer la date, on est d'accord. Mais pour qu'il y ait rentrée et année scolaire apaisée, c'est que les problèmes que nous avons évoqués doivent être réglés sans oublier la prise de l'arrêté portant modalité de recrutement et d'emploi des vacataires avec l'augmentation du taux horaire de la vacation. Il fait Paul, très rapidement, 30 secondes. D'accord, merci. Je pense que je voudrais citer aux parents cette phrase d'Abraham Lincoln. Je cite, « Si vous trouvez trop cher l'éducation de vos enfants, inscrivez-les à l'école de l'ignorance. » Mesdames, Messieurs, c'est tout dit. Vous comprenez, tout est à rebeloter pour une rentrée scolaire apaisée. La date du 18 peut être maintenue, mais la rentrée risque d'être théorique. Ce sont les propos des acteurs du secteur. Mesdames, Messieurs, tout pour le numéro du jour. Nous vous faisons compagnie sur cette citation de Jules Renard. De la discussion, rien ne sort. C'est de la bonne entente que jaillit la lumière. Elle donne de l'éclat aux avis qui se ressemblent. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À demain pour notre numéro de 100% Bénin. Et que vive l'éducation. Merci. Merci.